Bah écoutez, on recule toujours les limites du possible et de l'impossible, j'allais dire, hein, parce qu'à chaque fois, c'est un peu comme les JO, c'est toujours plus vite, plus haut, plus fort. Et c'est vrai que c'est barbant de voir ça, de voir qu'il y a des jeunes qui sont complètement inconscients de ce qu'ils font, parce qu'ils sont dans leur monde à eux. Et effectivement, passer comme ça à travers j'allais dire les gens dans le centre commercial, et puis quelques temps avant aussi, c'est à Villefontaine, à côté, d'ailleurs c'est un village de marque, où on voit comme ça une dizaine d'individus sur des motos et qui passent. Oui, mais alors là, que faire? Alors que faire? Alors effectivement, la police, elle peut pas être partout. C'est-à-dire que je veux bien qu'on lui jette un petit peu des coups de bâton, mais on peut pas être partout. En revanche, ce qu'il nous faut, c'est nous donner les moyens judiciaires, effectivement, après, d'interpeller ces gens dans un deuxième temps. Alors soit effectivement on le fait en flagrant délit parce qu'on assiste à ça, et donc dans ces cas-là, on a moyen de monter un dispositif pour les interpeller, tout en mettant, j'allais dire, les policiers, on les met dans une défense juridique, en fait, c'est ça. C'est ce que disait d'ailleurs la personne avant, c'est-à-dire que si un individu sur une moto tombe et meurt, ça va être encore la faute du policier, à qui on va reprocher, par exemple, d'avoir fait des imprudences, d'avoir peut-être tapé la moto, ou d'avoir foncé, j'allais dire, derrière des motos, et provoqué l'accident. Voilà. Et encore une fois, oui, il y aura des émeutes. Les policiers seront devant les assises tout seuls. Hein. La hiérarchie ne sera pas là pour les défendre, ni l'autorité, j'allais dire, ministérielle. Hein. Quand on passe devant les assises, on est tout seul. Hein. Donc ça, déjà, c'est un fait. Et après, nous donner effectivement des moyens, peut-être créer des structures particulières, notamment sur justement la lutte contre ces rodéos urbains, qui ont un lien de toute manière avec aussi la lutte des stupéfiants, avec les gangs. Voilà, on sait que tout est lié. Et le fait de pratiquer ces rodéos urbains, quelque part, c'est dans un quartier, c'est braver les interdits, narguer la police. Mais vous avez vu, M. Couvi, à Brest, une aura, en fait. ouais, vous avez vu à Brest, là, ce jeune homme, là, enfin ce monsieur, cet homme, ce militaire qui a essayé de s'interposer pour le faire cesser. Il s'est fait rouer de coups, il a pris un coup de couteau. Donc même quand en tant que citoyen, vous voulez essayer de réagir et de vous interpeller, ça vous retombe dessus, quoi, M. Couvi. Bien sûr. Alors, Brest, c'est un cas particulier, en fait, mais c'est le cas, hélas, de ce cas particulier. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'aussi, on a un problème d'effectifs dans la police. Et quand une ville comme Brest, on a deux quarts de police secours pour toute la ville, et qu'effectivement, les effectifs sont déjà engagés sur d'autres missions, comment vous voulez arriver et protéger tout le monde? Donc, oui, mais attendez, M. Couvi. Tout à l'heure, on a eu un témoignage très fort d'un habitant des Chirolles qui nous disait que ça se passait devant le commissariat des Chirolles. Oui, mais c'est devant la ration, c'est des commissariats de quartier. Et les commissariats de quartier, il y a très peu de policiers à l'intérieur. C'est souvent pour créer un petit peu de lien, quand il existe encore un peu de lien, et faire des dépôts de plainte. L'image, vous voyez. je veux bien, mais l'image, elle est terrible, parce que les citoyens se disent, donc, en fait, les habitants, les riverains doivent se dire, donc, il y a ces rodéos urbains, il y a le commissariat, et on laisse, vous voyez, pour le sentiment que ça donne d'impunité d'un côté pour les jeunes qui font ça, et d'impuissance pour les citoyens. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous-mêmes, je veux dire, vous savez, quand vous êtes policier, il faut avoir de la résilience à la frustration, hein, parce que vous voyez des choses tous les jours qui passent devant vos yeux, et les gens ne se cachent pas pour nous dire qu'est-ce que vous faites, vous, policiers, pourquoi vous les interpellez pas, pourquoi ils sont pas en prison. Les verbalisations qui sont dressées, elles sont rarement payées, parce qu'on nous dit 7000 verbalisations. C'est ce que dit le ministère de l'Intérieur. Mais combien de PV, de contraventions sont réellement payées? Et ça, bizarrement, le taux de recouvrement, on ne le sait pas. Voilà. Et on donne les chiffres, effectivement, là je suis d'accord avec vous, on donne les chiffres qui intéressent en communication, toujours la communication positive. C'est un peu la PNL, hein, vous savez, communiquer positivement. C'est vrai que l'exécutif est devenu professionnel dans cette communication. En revanche, on ne connaît pas les taux de recouvrement, et c'est des mineurs souvent. Donc les mineurs, on sait très bien que les PV sont pas recouvrés. On sait que les motos, par exemple, elles leur appartiennent pas. Alors quand elles sont volées, donc du coup on les saisit, on les détruit. Mais après les motos, elles leur appartiennent pas parce qu'elles appartiennent à une tierce personne. Donc il faut identifier la personne. On peut pas les détruire non plus parce que c'était un prêt. Vous voyez, c'est tout, des méandres judiciaires. Donc il y a un sentiment quand même d'impunité. Il n'y a pas de punition finalement. C'est ça que je veux dire. C'est toute la chaîne pénale qu'il faut revoir. Et on peut toujours dire, et d'ailleurs on entend les ministres dire, avant ils disaient, on voyait notre ministre disait par exemple, ces personnes seront poursuivies et punies. Et la sémantique a changé parce que maintenant on nous dit que les personnes seront poursuivies. La punition, c'est pas nous. La punition, c'est la magistrature. Et donc les magistrats, après, eux aussi punissent en fonction de l'individualisation de la peine, c'est-à-dire du parcours du délinquant. On refait son parcours et puis les sanctions tombent. Alors elles sont peut-être pas assez importantes
au vu des citoyens. Ça, c'est aussi une question à se poser. Mais est-ce que la justice a les moyens de punir comme elle le voudrait? C'est ça la vraie question. Mais, si je peux me permettre, Monsieur Couvi, moi je suis une ancienne habitante de ces quartiers, je l'ai vécu en tant qu'habitante et je l'ai vécu en tant qu'éducatrice. Et si je peux me permettre, vous avez dit si on le rentre dedans, s'il meurt, il y aura... Enfin, moi je pense que l'objectif c'est pas de les tuer non plus. Je pense que c'est vraiment une bande de petits cons en fait, excusez-moi cette expression, qui se chauffent entre eux encore une fois. Non mais j'ai pas dit ça, j'ai pas dit qu'on devait les tuer. J'ai pas dit que vous deviez les tuer, j'ai dit qu'en cas de course-poursuite, vous les tuez et après ça s'enflamme. Moi, je pense qu'il y a un volet sur tout ce que vous avez dit, je suis d'accord sur un certain nombre de points, mais il y a le volet prévention qu'on n'a pas évoqué. Peut-être qu'il faudrait aussi, parce que je suis sûre que certains, je dis pas tous, que certains n'ont même pas conscience du danger. Pour eux, c'est un jeu en fait. Ils n'ont même pas de conscience du danger pour eux-mêmes, parce qu'encore une fois, moi j'ai assisté à nombre, malheureusement, d'accidents où eux-mêmes sont décédés en fait, et les familles sont endeuillées, ils ont 14, 15 ans, 16 ans, et ils meurent et leur mère elle comprend pas ce qui s'est passé, les voisines non plus, et la femme d'en face non plus, etc. Et donc je pense qu'il y a un volet prévention aussi pour leur expliquer que ce type de comportement est criminel quand on n'est pas sur un terrain de cross, on n'est pas sur un terrain homologué, on n'a pas de casque, il y a des règles à respecter, et je pense qu'il y a un volet. Je dis pas que ça réglera tous les problèmes, mais vous avez dit aussi un point important que j'ai évoqué avant vous, c'est que c'est extrêmement lié aux narcotrafiquants qui ont la même mise sur certains quartiers, et vous le savez mieux que moi puisque c'est votre travail quotidien, et que c'est compliqué, y compris pour les habitants eux-mêmes et les parents eux-mêmes, de se battre contre des mecs qui sont surarmés, qui sont des vrais gangs en fait, vous voyez. Donc la situation est bloquée, mais les habitants, voire certains de ces jeunes, je considère que certains de ces jeunes doivent juste avoir de l'accompagnement et des explications. Et je pense que certains, quand on leur explique qu'ils peuvent mourir, que leur mère elle va pleurer toute leur vie, etc., peuvent être sensibles à ce discours et ne pas s'engouffrer dans ce type de comportement. Alors, allez-y, Monsieur Couvi, allez-y. Oui, non, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, il faut, alors, effectivement, nous, quand on est policier, on a le respect du coup de la vie humaine. Ça, c'est très important parce qu'on entend plein de bêtises sur les policiers. Et je peux vous dire que nous sommes des humanistes et nous, notre intérêt, justement, c'est qu'il n'y ait pas de personnes aux têtes. Après, on a un souci aussi, c'est alors la prévention. Je suis d'accord avec vous. À une époque, on avait quand même une police de proximité. Voilà. Alors peut-être que ça faisait un peu police à papa. On nous disait c'était pas forcément le rôle de la police. Vous reprochez de jouer au foot. Mais oui, mais la police fait partie de la société. La police, c'est le ciment de la société. On est obligé d'être là et on a un côté paternel et paternaliste. Et donc, on avait des anciens, souvent c'était des anciens qui connaissaient la structure du quartier, qui connaissaient les personnes et qui allaient les voir et qui faisaient du porte-à-porte et qui pouvaient rentrer dans les quartiers sensibles. Dans les maisons Dans les maisons, bien sûr, parce qu'on allait voir les familles, on les connaissait. On pouvait rentrer chez Kauter. Kauter n'est pas une famille de délinquants, mais Kauter a beaucoup travaillé avec eux. Bienvenue, messieurs. D'ailleurs, je pense qu'ils nous auraient offert le thé et il n'y avait pas de souci avec ça. Exactement. Voilà. Mais il y avait un vrai lien. Et en fait, on a cassé tout ça. On a fait une police que de répression et visible, parce qu'encore une fois, c'était la police à l'américaine. Bon, c'est les années Sarkozy, c'était le déclic. Et après, il n'y a aucun président qui a essayé de rétablir la police de proximité. Alors, on essaye par petites touches de communication, mais on voit que c'est très très dur parce que ce lien qui a été coupé, on ne l'aura plus. Et quand on discute aujourd'hui avec des gens de 30 ans, on peut l'avoir, mais c'est un travail de longue haleine. On peut l'avoir, Monsieur Couvi. Excusez-moi, pour compléter vos propos, moi j'ai déjà vu, j'ai assisté à ça. Vous savez, moi j'ai un copain qui a démissionné, Christophe, je le salue, il était au PJ, il a démissionné parce qu'il disait, au départ il est police de proximité. Quand ça a été aboli par Sarkozy, donc il est passé au PJ, au commissariat de Noailles, en plus centre-ville de Marseille, hyper chaud entre guillemets. Et il a dit, moi je peux plus aujourd'hui, avec ma casquette et mon uniforme répressif, faire de la prévention. Parce qu'avant la police de proximité, et je l'ai vu de mes yeux, elle prenait par l'oreille le jeune délinquant qui était multirécidiviste, elle le ramenait à coups de pied à son père et son père ne disait rien. Sauf que la police qui est répressive entre guillemets aujourd'hui ne peut plus faire ça. Et la police de proximité allait loin, et y compris dans les bousculades avec les jeunes, et ça se passait très bien parce qu'il y avait un autre rapport, et c'est ça qu'il faut recréer. Oui, mais justement,